Rebonsoir chers auditeurs, nous sommes sur Radio Courtoisie et vous écoutez la deuxième partie du Libre Journal des sciences et des techniques consacré ce soir au problème de l'euro. Alors, le titre de notre émission veut dire ce qu'il veut dire. L'euro, une catastrophe pour l'Europe. Et nous recevons le professeur Jean-Jacques Rozat de l'Institut des sciences politiques, Sciences Po si vous préférez, qui est auteur de l'euro, Comment s'en débarrasser, publié chez Grasset en 2011. Alors, nous avons, dans la première partie de l'émission, fait une digression sur la fondation de l'euro, qui, en fait, est une espèce de Deutschmark bis, fait pour les intérêts essentiellement de l'Allemagne, grand bien leur face, et qui a eu un certain nombre d'inconvénients que nous avons subis. Ces inconvénients ont été, avant, dans la préparation de l'euro entre 1995 et 2000, la politique du franc fort qui a été calamiteuse pour l'industrie. Ensuite, dans la période où la direction de la Banque centrale a été confiée à M. Trichet, une deuxième période où l'euro était poussé vers des niveaux extrêmement élevés par rapport aux monnaies de référence qui sont le dollar, et qui a provoqué, dans une deuxième phase, de désindustrialisation où la France a perdu, dans l'ensemble, entre 1 et 2 millions d'emplois industriels. Alors, petit à petit, il y a un certain nombre de personnes qui se sont rendues compte que l'euro n'était peut-être pas une bonne idée. Alors, ceci dans tous les côtés, que ce soit de la droite à la gauche. Et par exemple, je citerai plusieurs exemples de titres d'articles. Par exemple, le 22 mai 2014... un grand article dans Le Figaro d'une page d'Emmanuel Todd qui dit, je cite, « C'est l'euro qui a fait s'enrayer la machine Europe ». Et l'historien Emmanuel Todd reproche aux politiques de se cramponner au dogme de la monnaie unique. Dans un autre cas de figure, vous avez M. Jean-Pierre Chevènement qui publie un ouvrage, je ne vois aucune objection à ne pas le citer. C'est un ouvrage sur un siècle de mondialisation. Cet ouvrage s'intitule 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire aux éditions Fayard, dans laquelle M. Chevènement dit, alors ceci est extrait d'un article du Figaro du 23 octobre 2013, « À terme, la monnaie unique n'est pas viable ». Alors on continue. Alors, on a par exemple une chronique d'Éric Zemmour, se débarrasser de l'euro pour sauver l'Europe. Bon, alors ça, c'est également du Figaro le jeudi 24 octobre. Alors, vous allez dire, bon, c'est beaucoup de Figaro, essayons Le Monde, du 24 octobre 2013. Alors, les doutes sur le dollar poussent l'euro vers des sommets. Mardi 22 octobre 2013, la monnaie unique européenne a atteint son plus haut par rapport à la monnaie américaine depuis 2011. Et il y a tout un article, je ne vais pas rentrer dans les situations, qui dit « Les PME françaises pénalisées, l'euro fort risque-t-il de pénaliser l'activité dans la zone euro ? Pour certains économistes, cela ne fait aucun doute. » Bon. Et on pourrait continuer comme cela. Beaucoup d'économistes, de journalistes, d'hommes politiques commencent à se rendre compte que l'euro, finalement, est sans doute une des plus grandes erreurs que l'Europe ait faites depuis sa création. C'est même encore plus que ça, puisque j'avais eu le plaisir de recevoir un autre économiste de renom, M. Bertrand Munier, que vous connaissez sans doute, naturellement, qui est un spécialiste des travaux de notre prix Nobel d'économie, Maurice Allais. Maurice Allais, oui, puisqu'il préside la Fondation Allais.
Et Bertrand Munier, je lui avais posé la question, mais parmi les économistes, y en a-t-il beaucoup qui soutiennent l'euro? Alors il m'avait dit aucun. Bon, alors je suppose que aucun, ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-uns, mais ils doivent être extrêmement minoritaires. Ça veut dire qu'il se fait peu à peu un consensus sur le fait que l'euro n'est pas une bonne idée. Alors, bien sûr, dans cette première partie d'émission, nous avons parlé de l'euro jusqu'en 2005. Professeur Rosa, pourriez-vous faire dans une espèce de bref parcours, une espèce de résumé de ce qui s'est passé entre 2005 et 2014? Oui, peut-être pourrais-je rappeler juste en passant que, effectivement, parmi les économistes, ceux qui étaient critiques de l'euro en 2000, mettons, ou au moment de son introduction en 1999, on les comptait sur les doigts d'une main. Et vous en étiez? Et j'en étais, puisque j'ai écrit mon livre « L'erreur européenne » en 1998. Il a été publié en 1998. Donc je dis aujourd'hui, je vois que ce jugement fait tache d'huile parmi les économistes. Je m'en réjouis, mieux vaut tard que jamais. Et je pense que demain, il y en aura encore davantage. Mais comme la France est biaisée à gauche dans les médias, évidemment, on fait aujourd'hui beaucoup plus de place aux économistes de gauche qui commencent à comprendre que l'euro est une calamité pour l'emploi et pour les salariés. Ils le comprennent tardivement, mais ils commencent à le réaliser aujourd'hui, tant mieux. Alors, que s'est-il passé donc après 2005 ? Mais je dirais pour l'essentiel, les évolutions antérieures ont été prolongées. C'est-à-dire que l'euro est resté fort jusqu'à aujourd'hui. Je crois Il a tendance peut-être à baisser un peu. Oui, alors le point de césure est récent. C'est la nomination de M. Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et M. Draghi connaît suffisamment l'économie et les marchés financiers pour se rendre compte qu'un euro fort, ça n'est pas possible pour l'ensemble des économies européennes. Et compte tenu de la conjoncture dramatique qui est celle des pays d'Europe du Sud, il faut au minimum essayer de faire baisser un peu l'euro en rachetant des obligations publiques détenues par les banques essentiellement françaises et allemandes, de façon à rendre la politique monétaire un petit peu plus laxiste, disons, et de façon à faire baisser l'euro, ce qui a légèrement commencé. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, on estime. Alors, on estime. Bon, vous allez me dire si cette estimation est correcte, que un euro supérieur à 1,23 $ est pénalisant, fortement pénalisant pour l'industrie française. C'est à peu près le point de rupture. Incontestablement. Il faut bien voir Or, que... nous sommes actuellement à 25, 27. On est au-dessus. On est au-dessus du point de rupture. C'est-à-dire que même si M. Draghi, dont il faut quand même constater qu'il a une politique beaucoup plus habile, et par exemple, en ce qui concerne M. Draghi, je pense qu'une chose est intéressante, c'est-à-dire qu'avant son arrivée, les décisions à la Banque Centrale Européenne se faisaient à l'unanimité. Depuis qu'il est arrivé, il a réussi à transformer cette décision par un vote majoritaire. Ce point est très important parce que tant que ça se faisait à l'unanimité, les Allemands avaient la possibilité de mettre un droit de veto. Est-ce que ceci est exact? Oui, tout à fait, mais deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, il paraît évident que l'euro est trop fort par rapport au dollar. Mais le taux idéal de change de l'euro par rapport au dollar n'est pas le même pour les différents pays membres. Personnellement, j'ai toujours défendu l'idée que pour la France, il fallait une parité par rapport au dollar, c'est-à-dire 1 euro égale 1 dollar. Pour nous, c'est à peu près la valeur d'équilibre. Ce n'est pas forcément la valeur d'équilibre pour l'Allemagne. Et ce n'est pas forcément la même valeur d'équilibre pour l'Italie, pour l'Espagne et pour le Portugal. Donc là, on touche l'autre problème fondamental qu'il ne faut surtout pas passer sous silence, c'est que l'hétérogénéité des économies de la zone euro fait qu'une seule monnaie, une seule politique monétaire, un seul taux de change, un seul taux d'intérêt ne peuvent pas donner des conditions d'équilibre pour chacune des économies de ces pays membres.
Alors, professeur Rosa, vous touchez du doigt cette tare de l'euro, qui est la tare initiale, c'est-à-dire dès le début, c'est que à l'absence de ce que l'Europe constitue ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Alors je rappelle que ceci est un concept très connu en économie qui est dû à l'économiste Robert Mundell qui avait développé la théorie de la zone monétaire optimale dans les années 60. Donc l'euro serait parfait si l'Europe était une zone monétaire optimale. Or, elle ne l'est pas parce qu'elle est parfaitement hétérogène. Et en particulier, pour qu'un pays ou un ensemble de pays constitue une zone monétaire optimale, il faut que la structure des coûts de production, les impôts des sociétés, les charges des entreprises, la protection sociale, les coûts des financements soient tous très semblables. Or, on observe des hétérogénéités énormes entre, par exemple, les taux d'imposition des sociétés, les taux d'imposition des particuliers, les coûts de production, c'est énorme. Lorsqu'on passe de l'Irlande à la Slovénie, en passant par l'Italie, l'Espagne et le Portugal, on a des coûts qui varient dans tous les sens. Et ceci est même assez dramatique parce qu'on a l'impression que ces coûts, au lieu de converger, divergent. Tout à fait. C'est un résultat de l'analyse économique spatiale qui avait bien été souligné par Paul Krugman, qui est un économiste américain très connu. C'est que avec le développement économique dans un même ensemble géographique, lorsque les marchés sont très ouverts, des spécialisations locales se créent. C'est-à-dire que les appareils productifs divergent. Ils n'ont pas tous la même spécialisation. On va trouver certaines industries à Hambourg, d'autres à Madrid ou à Barcelone, et encore d'autres à Paris, à Lyon ou à Marseille. Donc, plus le marché est ouvert, plus les spécialisations s'accentuent, et donc les économies deviennent dissemblables et non pas semblables. Donc ça veut dire que les conditions pour avoir une politique conjoncturelle, monétaire, de change et de taux d'intérêt unique, sont de moins en moins réunies. C'est-à-dire que ça va de mal en pis, en quelque sorte. Alors, avec une monnaie unique, ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis. Et alors, on est même absolument affolé par une chose qui est claire. Si je demande à nos auditeurs de regarder une pièce de 1 euro ou de 50 centimes d'euros. Et qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir que la partie gauche de l'Europe est bien définie, mais que l'Europe ne s'arrête pas du côté droit. On voit parfois sur certains billets ou certaines pièces un petit bout de Turquie, etc. Où s'arrête l'Europe ? Alors, étant donné que l'Europe est censée, dans l'esprit d'un certain nombre de fédéralistes européens, comme une zone en progression géographique, eh bien, plus on va vers l'Est, plus l'hétérogénéité des pays s'accentue. Enfin, fort heureusement pour l'euro, ces pays ne sont pas membres de l'euro pour l'instant. Oui, mais ils aspirent à y rentrer et cette situation fait... Alors, quel est le dernier pays à rentrer ? Je crois que c'est un pays balte. Je me demande si c'est pas la Lituanie. Oui, je crois. Mais c'est un pays du Nord qui a la réputation d'être assez sévère du point de vue de sa gestion. Mais que se passerait-il si, par exemple, vous aviez des pays comme la Roumanie qui rentrait dans la zone euro? Ça serait peut-être un petit peu compliqué. Enfin... Je crois que ces pays ne rentreront pas dans la zone euro parce que les inconvénients deviennent de plus en plus évidents. Et donc, je crois qu'il est clair maintenant pour beaucoup de gens que ça n'est pas un avantage que de rentrer dans la zone euro. Mais donc, quand on a affaire à un espace économique hétérogène, où il y a des spécialisations nationales qui sont différentes, ça veut dire notamment que les conjonctures économiques ne sont pas les mêmes. Les périodes de boom économique pour l'industrie de l'aviation ne sont pas forcément les mêmes que celles des industries chimiques ou de l'agriculture. Et donc, les économies des pays ne sont pas en phase. Donc, on ne peut pas leur appliquer une même politique conjoncturelle. Et peut-on également parler des problèmes de délocalisation ? Parce que dans la zone euro, la délocalisation devient extrêmement facile, puisque en pratique, c'est la même monnaie qui permet de faire ça. Donc la solution, qui d'ailleurs était considérée comme un avantage, c'est un certain nombre de concepteurs de l'Europe,
Ça consiste à dire que les industries vont s'installer dans les pays où la main-d'œuvre est la moins chère pour espérer, quelques années plus tard, que les coûts de main-d'œuvre deviennent homogènes à l'intérieur de l'Europe. Mais c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'en réalité, nous aboutissons à une situation qui est de plus en plus calamiteuse à tous les points de vue, et la France, qui va vers un chômage massif, est en train de payer de plus en plus, je dirais, les coûts de la zone euro. Alors, il faut bien dire que ce n'est pas... Si vous voulez, il y a d'autres choses qui contribuent à cette mauvaise situation que la zone euro. C'est surtout également le fait de l'incapacité, sans doute, de l'État à se réformer. Mais ceci est presque une constante en France. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la France puisse devenir comme l'Allemagne. Il faut aussi que les hommes politiques français deviennent aussi sérieux que les Allemands. Ce n'est pas une chose totalement évidente. Et mon avis, c'est que ça risque de ne pas se faire, tout simplement. Professeur Rosa. Je crois que les Allemands ont tendance à présenter le problème en termes de moralité. Je crois que ce n'est pas une bonne façon de présenter le problème. Je crois que le problème ne vient pas de ce que les gouvernements du Sud sont laxistes ou manquent de rigueur, et alors que le gouvernement allemand est vertueux et suit les bonnes règles de gestion économique. Le problème vient de ce que le même taux de change, la même monnaie, les mêmes taux d'intérêt ont des conséquences différentes dans des économies différentes, et qu'il est impossible d'avoir une même gestion monétaire qui convienne à des pays très différents en même temps. C'est ça la théorie de Mundell. C'est la théorie des zones monétaires optimales. Donc, quand on n'est pas dans les conditions d'avoir une même monnaie, eh bien adopter une seule monnaie pour des pays différents, ça veut dire qu'il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. Alors, professeur Rosa, essayons d'ouvrir une brève parenthèse sur, je dirais, la conscience que les hommes politiques, les hommes et les femmes, bien sûr, hommes, c'est générique, disons, les politiques prennent conscience de cette situation. On observe quand même, à l'exception de Jean-Pierre Chevènement et disons du courant qu'il représente à l'intérieur du Parti socialiste, le Parti socialiste demeure majoritairement, je me trompe peut-être, favorable à l'euro. Bon, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Quant à l'UMP, eh bien, il est aussi très majoritairement favorable à l'euro, puisque essentiellement c'est lui qui l'a mise en place. C'est à peu près ça, puisque essentiellement ça a été l'œuvre des gouvernements successifs à majorité UMP. Alors, si on cherche un peu plus loin, on trouve que le Front National est partisan de la sortie de l'euro. Il n'est pas seul. Vous avez Debout la République, du monsieur Dupont-Aignan, et peut-être disons une espèce de majorité qui n'est pas encore vraiment clairement définie, mais disons des tensions, je ne pourrais pas en parler, auprès du front de gauche, où il y avait un certain nombre de personnes qui sont opposées à l'euro. Quant à la situation des gens qui sont en faveur de la sortie de l'euro, je pourrais en citer un une personnalité qui est, si je ne m'abuse, marquée à gauche, je me trompe peut-être, mais c'est Jacques Sapir. Alors Jacques Sapir a développé tout un ensemble d'arguments pour sortir de l'euro, mais lui voit plutôt qu'une sortie de l'euro, il cherche d'abord à sauver l'euro. Sauver l'euro, pour lui, ça ne peut se faire à condition d'adopter une Europe totalement fédéraliste. C'est-à-dire qu'on abandonne l'État et on devient une espèce de fédération, un peu comme les États-Unis, où chaque pays est transformé en province et le gouvernement central est à Bruxelles ou à Strasbourg. Alors cette situation est peut-être possible, mais est-ce qu'elle est souhaitable ? Suivant la vision de l'Europe que l'on a, on peut dire oui ou non. Mais par contre, je dirais qu'elle est totalement antidémocratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais en économiste qu'elle me paraît utopique.
pour des raisons purement économiques. Ce n'est pas une question de choix politique. Le choix politique est second. La question est d'abord, est-ce qu'économiquement c'est possible ? Alors, d'abord, décrire ce que c'est que le cas américain. C'est vrai que les États-Unis ne sont pas dans les conditions de base d'une zone monétaire optimale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences entre les États membres de l'Union avec des spécialisations économiques différentes. L'industrie aéronautique est plutôt en Californie. Dans le Massachusetts, on trouve d'autres industries. Il faut aller à Silicon Valley pour avoir les industries de l'informatique, etc., etc. Et le pétrole se trouve au Texas. Donc, les conditions ne sont pas exactement celles d'une zone monétaire optimale, mais il y a deux compensations majeures. La première, c'est la mobilité de la population américaine, qui est capable de changer d'État pour trouver du travail. Donc, les salariés se déplacent assez facilement pour aller de la côte Est à la côte Ouest. Et la deuxième condition à laquelle vous venez de faire allusion, c'est l'existence d'un État fédéral qui prélève une part significative des revenus et effectue des transferts entre les États. Il y a aussi le problème de la langue. Oui, ça facilite, mais c'est lié à la mobilité de la population dont je parlais précédemment. Mais l'existence d'un État fédéral est très importante. Ça veut dire que quand le Massachusetts est en récession et le Texas en pleine expansion, les recettes fiscales que reçoit l'État fédéral viennent du Texas. Et l'argent est redistribué au Massachusetts. Ça permet d'amortir les chocs qui ne sont pas les mêmes dans ces deux économies qui sont différentes. Mais en Europe, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas d'État fédéral où la redistribution, l'impôt fédéral, c'est presque rien. C'est moins et la seule redistribution qu'il peut avoir, c'est sur le budget agricole. Et le budget agricole commun est attaqué de toutes parts, c'est-à-dire que je ne sais même pas si les partisans de l'Europe, des pays qui adhèrent à l'Europe, comme les Anglais, ne prônent pas sa disparition pure et simple. C'est-à-dire, ça sera en contradiction avec le fait de redistribution. Indépendamment des principes politiques, ça ne représente guère que c'est moins de 1% du produit national européen, si je peux appeler ça produit national, du produit total européen. Donc, c'est très peu de choses. Donc, il n'y a pas de véritable redistribution. Et on voit bien que les Allemands et les pays du Nord sont tout à fait réticents à l'idée de payer des impôts pour subventionner la Grèce ou le Portugal. Donc cet État n'existe pas. Alors, ce que disent les partisans de l'euro à tout prix, c'est « mais on n'a qu'à construire un tel État fédéral en Europe ». Alors je dis pardon, deux objections. La première, veut-on réellement ajouter une strate étatique supplémentaire au niveau continental européen, à des États qui prélèvent déjà la moitié ou plus de leur produit national. C'est-à-dire, est-ce qu'on envisage sérieusement de passer à des prélèvements fiscaux étatiques qui seraient de 75% du produit national en Europe ? Première question. Deuxième question, qui est davantage de science économique, et qui consiste à dire, attention, les États fédéraux, donc la centralisation de plusieurs États en un seul, ça s'est passé principalement au XIXe siècle. Création de l'Allemagne, création de l'Italie unifiée, création de la Fédération suisse, passage effectif au fédéralisme américain. Et j'ajoute, le fédéralisme américain s'est créé à partir d'une guerre civile. Le fédéralisme allemand s'est créé à partir d'une guerre européenne, ou de 3 guerres européennes. En 1866... vous pouvez aller jusqu'à la guerre de 7 ans, ou au XVIIIe siècle. Non, mais au XIXe siècle, il a fallu 3 guerres européennes pour que Bismarck crée le Reich allemand. L'Italie s'est faite par la conquête, finalement, de l'Italie du Sud, par le Piémont. Donc, il faut bien voir que créer un État fédéral, c'est une entreprise extrêmement coûteuse et risquée. Et j'ajoute, d'après mes analyses du second XXe siècle, cela implique que l'on croit, et que cela soit vérifié, qu'un très grand État soit plus efficient, plus efficace dans la production de biens et de services publics qu'un État de petite dimension. Or, ce que nous constatons à travers
tout le XXe siècle, presque, jusqu'aux années 70, c'est que la dimension des grandes organisations augmente. Mais depuis les années 70, nous assistons à un renversement complet avec la révolution de l'information. Et là, la dimension moyenne de toutes les organisations hiérarchiques, que sont les entreprises et les États, se contracte. Des exemples. Eh bien, nous n'avons plus de conglomérats en matière d'entreprise. Les grands conglomérats ont disparu dans les années 80. Le grand conglomérat qu'était l'URSS s'est atomisé en un grand nombre d'États de plus petite dimension. La Yougoslavie aussi. La Tchécoslovaquie également. Nous voyons actuellement qu'il y a des tendances sécessionnistes et régionalistes qui se développent en Europe occidentale. Donc la tendance que nous avons aujourd'hui est celle de la décentralisation, celle de l'atomisation des grandes structures hiérarchiques. Donc je dis, les conditions sont absolument opposées à celles de la construction d'un grand État fédéral européen. Le grand État fédéral européen, c'est un mythe, c'est l'objectif du premier XXe siècle, à l'époque des grandes structures. Mais depuis que nous sommes passés à l'économie d'information et à la décentralisation, c'est un mythe irréalisable. Et j'ajouterai, il y avait enfin un facteur extérieur qui pouvait inciter à construire une grande structure politique centralisée en Europe occidentale, c'était le danger soviétique. Il a disparu. Alors je dis aujourd'hui, je ne vois aucune des conditions objectives, économiques, de construction d'un État fédéral en Europe possible. Par conséquent, ce que dit Sapir, c'est purement une vue de l'esprit, c'est une fausse fenêtre, ça ne se réalisera pas. C'était simplement pour dire que l'euro, on peut le sauver, je pense de plus en plus, compte tenu de ce que je peux constater, c'est que l'euro est en voie de décomposition. Mais, professeur Rosa, vous avez démontré, mais peut-être ça ne vaut pas la peine, ça a été fait l'objet d'une autre émission sur Radio Courtoisie, un théorème qui est assez intéressant sur l'optimalité des structures. Et en fin de compte, ce théorème démontrait en quelque sorte que l'Union soviétique ne pouvait pas exister en tant que telle sans aboutir à terme à une explosion. Et puis votre théorème a parfaitement été démontré par la pratique. Et donc, ce qui me paraît intéressant, je dirais à nos auditeurs, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie et nous parlons avec Jean-Jacques Rosa des problèmes que pose l'euro. Eh bien, je me souviens d'Amirus qui me disait que la construction européenne, c'était la construction d'une nouvelle Union soviétique. Le parti, alors il disait le parti en moins, sauf que vous avez le parti européen, c'est-à-dire les gens qui sont fédéralistes européens. Et je dirais que ces gens-là polluent beaucoup le débat, parce que on peut très bien concevoir l'Europe comme le concevait le général de Gaulle, comme une je dirais pas une fédération, une union d'États liés par des traités disons, qui renforçaient leur union, mais le fait de voir ça comme une fédération, on aboutit à des choses aberrantes. Alors je vais citer pour, disons, comment dirais-je, pour amuser nos auditeurs, bien que ça ne soit pas amusant du tout, un certain nombre de choses extraordinaires que l'Europe a inventées. Alors l'Europe a inventé la situation suivante, c'est que les voitures doivent rouler les phares allumés partout en Europe. Alors, entre parenthèses, si on compare cette situation à celle du Canada et des États-Unis, au Canada, les voitures doivent avoir les feux allumés en permanence. Aux États-Unis, non. Et c'est logique, parce que le Canada étant un pays du Nord, il y a beaucoup moins de lumière en hiver et il y a du brouillard. Enfin bref, c'est un pays où il est logique d'allumer ses feux toute la journée, parce que souvent, à part le mois d'août, il fait un temps assez sombre. Tandis que si vous descendez dans le Nouveau-Mexique, qui est quasiment désertique, eh bien vous verrez que c'est idiot d'allumer les phares, et c'est pas ça qui renforce la sécurité. Alors sous la pression des pays nordiques, maintenant, on va allumer les phares à Naples
exactement comme on l'allumerait à Oslo, etc. Alors parmi d'autres choses qui sont un petit peu moins amusantes, eh bien le Parlement européen a décidé d'imposer que les aspirateurs n'y aient plus la puissance de 2200 € qui était la norme habituelle et que bientôt vous verrez que les aspirateurs, je crois que c'est en 2015 ou 2016, seront limités à 750 watts. 750 watts au lieu de 2200 watts. Alors les gens qui passent l'aspirateur apprécieront, et ceci soi-disant pour faire des économies d'électricité. Donc l'Europe se mêle de tout, et ce qui est assez effarant, c'est qu'il y a très peu de démocratie, au sens que la représentation démographique de pays comme la France est noyée au milieu d'une espèce de méga-structure qui fait que beaucoup de gens se disent, eh bien, ça serait mieux si on était seul à décider ce qui nous concerne. Et c'est exactement ce mécanisme qui est le mécanisme d'éclatement. C'est-à-dire, à partir du moment où vous installez une structure gigantesque qui décide de tout, eh bien, les peuples qui la composent veulent s'en émanciper. Alors, si on veut que l'Europe survive, il faut casser ce mécanisme pour faire en sorte que la décentralisation soit effective et que les différents pays conservent ne serait-ce que la souveraineté sur leurs décisions internes. Et en ce qui concerne l'euro, pour revenir à notre sujet fondamental, eh bien, on se rend compte de plus en plus que c'est une erreur. C'est une erreur, c'est même une calamité. Nous avons sorti tout un ensemble d'arguments pour montrer que c'est effectivement une calamité. Alors, parmi les autres livres dont je vous recommande la lecture qui vont dans le même sens, vous avez un livre qui vient de sortir de Franck Dedieu, Benjamin Massé-Stramberger, Béatrice Matreux et Laura Mahim, qui s'appelle « Casser l'euro pour sauver l'Europe ». Bon, alors, Franck Dedieu, c'est le rédacteur en chef adjoint de l'Expansion. Benjamin Masse-Stamberger est grand reporter à l'Express, et ainsi de suite. Ce sont des journalistes et des spécialisés, des gens qui spécialisent dans l'analyse économique et qui écrivent carrément « Aujourd'hui, il faut casser l'euro, il faut sortir de l'euro ». Est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai écrit, je crois, l'euro, comment s'en débarrasser. C'était assez clair. Bien sûr. Alors, si vous voulez, dans cette dernière partie d'émission, il faut qu'on fasse le bilan. L'euro est véritablement une tunique de Nessus, on en souffre. Si on continue à garder cette monnaie dans les conditions actuelles, on va aboutir à une situation où il n'y aura plus d'industrie en France, plus aucune entreprise de PME, sauf éventuellement les entreprises locales. Alors on aboutira peut-être à ce que le chancelier Hitler voyait comme avenir de la France en Europe, un peuple d'hôteliers et de restaurateurs, parce qu'effectivement, on ne peut pas délocaliser les restaurants. Mais je ne suis même pas certain, si on veut regarder les classes des restaurants, qu'on n'en trouve pas d'excellents en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Et bientôt, on va nous dire, nos restaurants, vous avez peut-être quelques 3 étoiles, mais ils sont trop chers. Donc voilà, c'est l'avenir qui nous attend. Alors, est-ce qu'on veut avoir encore une industrie en France ou pas ? Professeur Rosa. Je dirais même, c'est l'ensemble des activités françaises qui est visé. Service également, pas uniquement l'industrie. Donc, il est clair que l'euro nous amène à une destruction progressive de notre appareil économique. Ça explique la montée du chômage. Donc, les économistes que vous avez cités qui commencent à se rendre compte de la situation. Et je veux dire que la profession des économistes mérite quelques critiques, car elle n'a pas fait son métier dans les 20 ans qui ont précédé, en se mettant trop souvent au service des partisans politiques de l'euro. Mais donc, je crois que maintenant, les vérités commencent à se faire jour. Donc, que peut-on faire ? Alors, on ne peut pas sauver l'euro. On ne peut pas le sauver. Et ce que fait M. Draghi, qui est louable, qui est de vouloir faire baisser la valeur de l'euro par rapport aux autres monnaies internationales. Contre la volonté expresse de l'Allemagne. Contre la volonté de l'Allemagne, il fait bien, mais ça ne suffira pas. Car ça ne résout pas, encore une fois,
le problème des disparités de coûts à l'intérieur de la zone euro, et l'essentiel de notre commerce extérieur se fait avec les pays à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de la zone euro. Donc il faudra bien démanteler l'euro pour revenir aux politiques nationales. Alors on nous dit, mais c'est impossible. Alors je dis d'abord, regardons les faits. Ça a été l'expérience multiple de ces dernières années. Quand l'URSS s'est décomposée, il y a eu création de nombreuses entités politiques indépendantes avec chacune sa monnaie. Même chose pour la Yougoslavie, même chose pour la Tchécoslovaquie. J'avais posé la question il y a bien longtemps à un colloque que j'avais organisé à l'Université Dauphine et auquel était présent M. Václav Klaus. Alors, c'est un homme politique extraordinaire qui a joué un rôle éminent en République tchèque. Tout à fait. Et donc, il était en place lorsque la sécession a été faite, la scission a été effectuée entre la République tchèque et la République slovaque. Et je lui ai demandé, faut-il longtemps pour remplacer une monnaie unique par deux monnaies indépendantes? Et sa réponse a été 8 jours. Donc, il est très possible, et sans traumatisme majeur apparemment, de créer deux monnaies nationales là où il n'y en avait qu'une. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait particulièrement difficile en Europe, où chacun des pays membres de la zone euro a conservé sa propre banque centrale nationale, ses institutions de crédit, etc. Je ne vois pas pourquoi il serait très difficile de recréer du jour au lendemain des monnaies nationales. Le seul problème qui pose quelques difficultés, c'est le problème des emprunts qui ont été émis en euros. Mais d'après ce que les emprunts d'État sont essentiellement à 97%, je crois, libellés de telle sorte que si la France revient à sa monnaie nationale, il soit automatiquement libellé en monnaie nationale. Je n'en suis pas certain parce que une partie significative de ces emprunts est détenue à l'extérieur de la France par des agents non français, gouvernementaux ou privés. Et eux, par conséquent, ont souscrit à des obligations qui étaient libellées en euros. Donc, se pose la question de savoir comment ils seront honorés, comment ils seront remboursés dans le cas où l'euro n'existe plus. C'est-à-dire dans le cas où tous les pays de la zone actuelle sortent de l'euro, dans le cas où l'euro continuerait d'exister, mais limité à un nombre plus restreint de pays, et où la France, par exemple, sortirait, dans le cas où ce serait l'Allemagne qui garderait l'euro avec autour d'elle quelques pays du Nord, sont des cas de figure différents. Et dans ce cas-là, le problème du fardeau du remboursement d'emprunts en euros à des agents extérieurs pourrait poser quelques problèmes. Mais même là, il y a des solutions qui existent. Il y a des solutions et en fait, la première chose qu'il faut voir, c'est que techniquement, c'est parfaitement réalisable. Le seul inconvénient que l'on puisse voir, ce sont les descriptions apocalyptiques des conséquences qui pourraient en découler, qui nous sont faites précisément par les gens qui ont intérêt à ce que l'euro reste. C'est pour faire peur à l'opinion. Je voudrais citer l'argument principal en faveur d'une sortie de l'euro, qui ne serait nullement une catastrophe, mais une bénédiction. C'est qu'à partir du moment où la France, par exemple, sort de l'euro, elle va réajuster le taux de change du franc par rapport au dollar. Elle va le réajuster également, d'une manière tout à fait significative, par rapport à l'Allemagne. Que l'Allemagne elle-même retourne au Deutschmark ou qu'elle garde la marque euro. Peu importe. Mais nous allons revenir à des taux de change d'équilibre. Et quel effet cela aura-t-il sur l'économie? Ça va augmenter nos exportations et ça va réduire nos importations. C'est-à-dire que ça va favoriser l'activité des entreprises françaises qui actuellement exportent, ainsi que l'activité des entreprises françaises qui actuellement sont exagérément concurrencées par des produits importés. Tout cela est favorable à la production nationale. Et si c'est favorable à la production nationale, cela veut dire que ces entreprises vont distribuer plus de salaires. Donc ça va être favorable à l'emploi et au salaire
Et par conséquent, au niveau de vie, je ne vois pas de catastrophe dans cette hypothèse. La seule catastrophe qu'il pourrait avoir, c'est en admettant que vous soyez une personne extrêmement riche et vous ayez tous vos biens en euros. C'est-à-dire, imaginons que vous soyez assez fou pour avoir 1 million d'euros sur votre compte en banque qui n'ait pas été placé dans des placements astucieux qui peuvent naturellement être indépendants du risque de change. Eh bien, du jour au lendemain, votre monnaie vaudrait 25% de moins ou 15% de moins. Ça, par rapport à l'Allemagne, s'entend. Par rapport à l'Allemagne. Mais prenez un salarié français typique. Du jour au lendemain, la France sort de l'euro et retourne au franc. Son salaire qui était de, je ne sais pas... disons 1000 euros, supposons. On va mettre 2000, parce que 1000, c'est pas beaucoup. 2000 euros. Son salaire est transformé du jour au lendemain en 2000 francs. Ses dettes, qui étaient de 10 000 euros, sont transformées en 10 000 francs. Qu'est-ce qui a changé dans sa situation ? Rien. Absolument rien. Simplement, il paiera les produits importés un peu plus cher. Mais en revanche, l'activité en France lui donnera plus de chances de trouver un job et d'être mieux payé parce que l'activité va se développer. Donc je dis au total, sa situation sera améliorée et non pas dégradée. Alors, ça, je pense que, si vous voulez, cette situation est très simple. Il consiste à dire, eh bien, vous avez vécu la période de 99, eh bien, finalement, on n'était pas plus malheureux en 1999 qu'on l'est, toute proportion gardée. Simplement, si vous allez faire du tourisme en Allemagne, ben vous paierez votre chambre d'hôtel un peu plus cher, et par contre, les Allemands qui vont venir chez nous le viendront plus volontiers dépenser leur Deutschmark ou leur euro-mark. Et donc, en fait, la France sera plus prospère. Les Français achèteront moins de Volkswagen et de Mercedes et plus de Renault et de Peugeot. Et vice-versa. Les Allemands achèteront peut-être quelques Renault en plus. Exactement. Mais ceci étant, la situation n'est pas si simple. Parce que d'abord, par exemple, parlons des automobiles, eh bien, vous avez des fortes délocalisations qui ont été faites, en particulier, par exemple, les Renault. Pour donner un exemple, si vous voulez trouver une Renault qui soit fabriquée en France, il n'y en a pas énormément. Bon. Ce qui veut dire que la question est la suivante, c'est que les entreprises, par exemple, de Renault qui ont été délocalisées en Slovénie, en Belgique, eh bien, que va-t-il se passer ? C'est-à-dire, le coût de ces voitures va être peut-être libellé dans une autre monnaie que celle du franc. Ça posera des problèmes de conversion, d'une certaine façon. Disons, la sortie de l'euro n'est pas la panacée universelle. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes de l'économie et de la société française. Non. Mais je dis c'est une condition sine qua non. Car, encore une fois, dans une économie ouverte, si l'on trafique le prix du change, si on le déplace, si on le met hors équilibre, en dehors de l'équilibre, on coule l'économie. Et donc, c'est clair que pour nous, c'est la seule voie pour survivre. C'est-à-dire, autrement, nous allons complètement dans un mur de faillite à côté de laquelle la Grèce sera quelque chose d'inoffensif. Parce qu'en réalité, la Grèce est un tout petit pays par rapport à l'Italie, la France ou l'Allemagne, ce qui veut dire qu'à la limite, si vous voulez, sa faillite, on peut presque l'acheter en quelque sorte. Tandis que si la France ou l'Italie se cassent la figure, c'est quand même une autre échelle de catastrophe. Oui. Et puis, nous n'avons qu'à regarder l'évolution de l'économie française depuis 20 ans, depuis presque 20 ans, depuis 1995. Depuis que nous sommes préparés à rentrer dans l'euro jusqu'à aujourd'hui, notre performance n'a cessé de se dégrader. Et aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une baisse absolue de la production par tête et du niveau de vie. C'est-à-dire, nous allons arriver à une situation où on ne va pas s'en sortir, quels que soient les critères pris en compte. Nous avons déjà vécu cela dans les années 30. Dans les années 20, suite à la Première Guerre mondiale, les grands pays européens
ont voulu retourner à l'étalon or, qui était leur système monétaire d'avant 1914. Mais pour ce faire, comme les prix avaient beaucoup augmenté chez eux pendant la guerre, pour des raisons évidentes, ils ont dû retourner vers un taux de change artificiellement élevé, qui ne correspondait plus à ce qu'avait été leur inflation accumulée pendant les années de guerre. Ça les a tous plongés dans ce qu'on a appelé par la suite la Grande Dépression. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand est-ce que ces pays ont retrouvé la voie de la prospérité ? Lorsqu'ils ont abandonné le taux de change fixe par rapport à l'or. Et ils les ont abandonnés, et ces taux de change fixes, les uns après les autres, à des dates différentes. Ceux qui s'en sont le mieux sortis sont ceux qui ont abandonné le système de l'étalon or les premiers. Aujourd'hui, les pays de la zone euro ont adopté à tort le système d'un taux de change Deutschmark, qui est inscrit dans la création de la monnaie unique. Ils ne pourront s'en sortir et retrouver la prospérité qu'en abandonnant ce système. Alors, professeur Rosa, je répète que nous sommes dans une émission dont le titre est « L'euro, une catastrophe pour l'Europe ». Et nous, maintenant, nous tombons dans plutôt le titre de votre livre, édité chez Grasset, « L'euro, comment s'en débarrasser ». Alors, si vous voulez aussi, je citerai, j'avais parlé de Jacques Sapir, il faut que je cite son livre « Faut-il sortir de l'euro au seuil ?» Bon, et vous en avez d'autres, « Casser l'euro pour sauver l'Europe », enfin, si vous voulez, petit à petit, on finit par découvrir qu'effectivement, l'euro est une catastrophe et il faut qu'un gouvernement prenne sur lui de faire le pas décisif pour sortir. Est-ce que si la France sort de l'euro est-il complètement abandonné au sens que ça fait une situation en cascade ? Parce que je dirais que la situation de la France est souvent comparée à celle du Portugal, à celle de l'Espagne et celle de l'Italie. Si je regarde les fondamentaux italiens, j'aurais tendance, mais peut-être je me trompe, à avoir l'impression que l'Italie se porte beaucoup mieux que nous. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas tout à fait certain. Et je crois que la France est en fait dans une position intermédiaire entre l'Allemagne et les pays du Sud. Grèce, Portugal, Espagne, Italie. Eux-mêmes ont des différences entre eux. La France est dans une situation intermédiaire parce que depuis 1999, l'accumulation de ces inflations n'est pas aussi importante que ce qui s'est passé en Italie, en Espagne, en Grèce ou au Portugal. Donc elle est un peu plus proche de l'Allemagne, donc elle a un peu moins souffert de son handicap de change qui néanmoins est réel par rapport à l'Allemagne. Donc la France est dans cette situation. Reprenons le chiffre que vous mentionnez tout à l'heure. Oui. C'est que pour que l'économie française se porte bien, il faudrait qu'on ait 1 euro, 1 Deutschmark. 1 euro, 1 dollar. Pardon, 1 euro, 1 dollar. Excusez-moi, le Deutschmark finit par devenir une obsession. 1 euro, 1 dollar. Or, actuellement, 1 euro, c'est 1 dollar 27. Et c'est monté jusqu'à 1 dollar 47. Voilà. Bon, et alors, cette situation, évidemment, malgré la bonne volonté évidente de M. Draghi, qui pousse l'euro vers le bas en faisant abstraction, enfin il ignore les cris d'orfraie de l'Allemagne, mais il ne pourra pas aller extrêmement loin, parce que l'Allemagne est quand même... Je ne crois pas que l'Allemagne le laisse aller jusqu'à 1 euro contre 1 dollar. Non, certainement pas. À ce moment-là, il se passera des choses, et cette situation, nous ne pourrons jamais l'obtenir autrement qu'en sortant de l'euro. D'autant plus que, encore une fois, la baisse de l'euro par rapport au dollar ne résout pas le problème franco-allemand. Elle ne résout pas le problème de taux de change implicites, qui sont des taux de déséquilibre entre la France et l'Allemagne. Oui, parce que vous avez dit, je n'oublie pas, et les auditeurs doivent vraiment prendre ça en compte, c'est que l'essentiel des commerces se fait à l'intérieur de l'Europe. Donc, si nous parlons du dollar, donc si par exemple le prix disons de l'euro-marque et de l'euro-franc reste
lié et baisse par rapport au dollar, ça arrangera beaucoup l'Allemagne, ça sauvera la France, mais ça ne changera rien pour le commerce entre la France et l'Allemagne. Absolument. Et ce point est important. Il est fondamental. Et alors, parmi les pays, alors on pourrait imaginer également que le mécanisme et qui permettrait enfin de se débarrasser de ce carcan, j'appelle ce carcan, de l'euro, viendrait du défaut d'un autre pays que la France. Alors on cite la Grèce. Alors la Grèce est dans une situation, si on regarde tous les chiffres, aussi bien de l'emprunt, des déficits, enfin dans une situation qui paraît monstrueuse. Enfin. La Grèce a été naufragée par ses partenaires. C'est évident. En fait, la Grèce ne pouvait s'en sortir qu'avec un défaut massif sur ses dettes d'État et une dévaluation elle-même considérable pour restaurer la compétitivité. Alors, je vois très souvent passer l'argument, mais ce que vous dites n'a aucun intérêt, la Grèce n'exporte rien, à part de l'huile d'olive. Mais c'est totalement faux. La Grèce exporte 18% ou plus de son produit intérieur en tourisme. Car le tourisme, c'est une exportation de services. Il y a aussi sa flotte qui est la première flotte mondiale, peu s'en faut. Enfin, donc, la Grèce, comme les autres pays ouverts sur l'extérieur, a une économie qui est sensible au taux de change. C'est évident. Et donc, une dépréciation massive du change grec est indispensable à la reprise en Grèce. Alors, pour la France, le problème est moins aigu, mais il se pose dans cette dégradation permanente, tendancielle, que nous constatons depuis 20 ans, donc il faut en sortir. Alors, malheureusement, là s'arrête peut-être la compétence de l'économiste, parce qu'il y a 18 façons d'en sortir. Certains ont préconisé qu'on divise la zone euro en deux, un euro nord et un euro sud. Mais ça nécessiterait de longues négociations. Absolument. Et en fait, la seule voie qui paraisse réaliste, c'est un jour un gouvernement acculé par, si vous voulez, la situation économique, éventuellement même la révolte des habitants, mais en France, les Français ont la nuque souple. Enfin, On a évoqué aussi, certains ont proposé en Allemagne notamment, que ce soit l'Allemagne qui sorte. Alors pour la France, ça ne serait pas une mauvaise affaire parce que du coup, le Deutschmark se réévaluerait immédiatement, ça améliorerait notre compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne. Mais je vois mal l'Allemagne renoncer aux avantages qu'elle a actuellement. Actuellement, elle bénéficie d'un avantage de change, avantage excessif, indu, vis-à-vis des pays du reste de la zone euro. Donc je vois mal l'Allemagne renoncer à cette compétitivité artificielle. Mais d'une certaine façon également, on a l'impression malgré tout qu'il y a une certaine préparation des pouvoirs publics à la sortie de la zone euro. Il y a un certain nombre de signes qui ne trompent pas. Le premier signe qui ne trompe pas, c'est on dissuade les Français d'avoir des sommes importantes en argent liquide. Alors, le fait d'avoir des sommes importantes en argent liquide, c'est évident que ça devient une bonne affaire. Si la France sort de la zone euro, d'un seul coup, les billets vaudront 15% plus cher. Le petit inconvénient, c'est qu'il faudra les changer en Allemagne. Autre petit inconvénient, c'est que effectivement, est-ce que ça sera aussi facile que l'on croit? Parce que je me souviens de la période de 1982. 1982, c'était le début de l'ère de François Mitterrand, qui a eu des difficultés économiques assez considérables et qui a installé le contrôle des changes. Et à cette époque, en 1982, on avait le droit de sortir avec une somme maximum de 1000 francs sur soi. C'est pas grand-chose, 1000 francs. Ça permettait de passer une nuit d'hôtel à New York. Et si on devait aller avec une somme supérieure en argent liquide, il fallait demander une autorisation à la Banque de France. Et je me souviens d'avoir obtenu cette autorisation, que j'ai toujours, il faudrait que je la fasse encadrer, que j'ai même le droit, à titre exceptionnel, c'est marqué à titre exceptionnel, de me servir d'une carte de crédit à l'étranger. Bon.
Alors, cette situation est intéressante parce qu'en fait, en France, aujourd'hui, on a le droit de se promener au maximum qu'avec une somme qui ne doit pas dépasser combien, je crois, 10 000 euros. On ne peut pas sortir avec plus de 10 000 euros. Alors 10 000 euros, c'est un peu mieux que 1 000 francs, mais c'est pas grand-chose non plus. Ça ne permet pas de faire des gains considérables. On n'a pas le droit de payer en liquide si on dépasse une somme de 3 000 euros. Ça veut dire qu'essentiellement tout est fait pour dissuader la possession d'argent liquide, parce que si jamais vous avez de l'argent liquide sur vous, vous ne pouvez pas le dépenser, vous ne pouvez pas le sortir, vous ne pouvez rien en faire. Par-dessus le marché, la France n'imprime pas les grosses coupures. Nous n'imprimons que les billets de 5, de 10 et de 20 euros. Les billets de 100, 200 et 500 sont imprimés en Allemagne. C'est quand même assez hallucinant. Alors, je me souviens qu'il y a un footballeur, je crois, je me souviens plus, je me demande si c'est pas Cantona, qui avait dit, si vous voulez causer l'embarras des gouvernements, retirez l'argent liquide de vos banques. Mais je signale à nos auditeurs que si vous allez dire à une banque, je viens pour retirer l'intégralité de mon argent, il vous dira, mais on ne peut pas vous le donner. C'est-à-dire qu'on peut vous transmettre ça par virement. Donc, ça veut dire que vous ouvrez un autre compte ailleurs, mais on ne peut pas vous donner la somme que vous avez sur votre compte en banque en argent liquide. Ou alors, il faudrait que vous le sortiez avec une carte de crédit limitée à 400 euros par mois et 2000 euros 400 euros par semaine et 2000 euros par mois. C'est déjà une carte de crédit supérieure. Et vous retirez 400 euros par semaine et vous accumulez. C'est quand même assez curieux. On est dans une situation où ça sent la fin d'une époque. Mais je crois que les indices qui ne sont pas vraiment publics d'un changement des esprits dans les milieux gouvernementaux, c'est plutôt qu'il y a des simulations et des travaux sur scénario dans les principaux ministères des Finances de la zone sur qu'est-ce qui peut se passer si l'on sort de l'euro. Un gouvernement ne peut pas se dispenser d'envisager toutes les hypothèses. Donc on dit à droite et à gauche, j'entends ici et là, des économistes qui disent que de tels calculs sont en cours dans les principaux pays membres de la zone euro. Mais alors, comment peut se passer la sortie de l'euro ? J'avance dans mon petit livre une hypothèse. Je me suis dit, il y a tellement de possibilités de combinaison de sortie de tel pays avec tel autre et de regroupement que nous sommes devant une grande incertitude. Alors, question, qu'est-ce qui serait le plus avantageux ? Qu'est-ce qui rendrait... Alors justement, c'est une question essentielle. Voilà, la sortie la plus facile. La solution à laquelle j'en suis venu, c'est de dire, il y a ce problème des dettes extérieures en euros. Donc, comment faire pour le régler ? Alors, je crois qu'il y a une façon relativement simple de le régler. C'est d'aller plus loin dans la direction de ce que M. Draghi a finalement, après beaucoup d'hésitation, décidé de faire, c'est-à-dire affaiblir l'euro. Car, supposons, la France a besoin d'évaluer son franc nouveau de 25% par rapport, mettons, au dollar. Bon. Elle a une dette qui est en euros, et l'euro, par rapport au dollar, était à un certain niveau élevé. Si on déprécie l'euro, ça veut dire qu'on réduit le poids de cette dette extérieure. C'est-à-dire que cette réduction de la valeur de l'euro par rapport au dollar se ferait avant ou après la sortie ? Avant. Avant. Pourquoi avant ? Parce qu'avant, ça institue une solidarité de fait entre tous les pays qui sont responsables de la création de l'euro. Si la France sort seule, elle se retrouve avec une dette très lourde en euros extérieurs. Mais si, auparavant, l'euro a été déprécié, la dette en est allégée. Oui, alors je comprends, mais si on peut interpréter, bien entendu, le fait que M. Draghi fasse baisser la valeur de l'euro par toutes sortes... C'est un défaut partiel. C'est un défaut partiel, mais c'est vrai que, en fait, c'est quand même stupéfiant, si on y réfléchit, de savoir qu'il y a quelques mois, 1 euro valait 1,47 $, et aujourd'hui, c'est plutôt 1,27. Oui, il faut qu'il baisse encore pour alléger la dette. Et pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit l'euro qui baisse ? Parce que dans ce cas-là, l'Allemagne est co-responsable avec la France
de ce défaut partiel. Il n'y a pas de raison pour que l'euro, qui a été une création de la France et de l'Allemagne, il n'y a pas de raison pour que sa sortie soit imputée à la seule France. Bien compris. Mais prenez cette situation quand même. Je voudrais signaler à nos auditeurs, je répète qu'ils sont sur le libre journal des sciences et des techniques animé par Paul Devels, où nous recevons le professeur Jean-Jacques Rosat sur la question de l'euro, une catastrophe pour l'Europe. Eh bien, c'est quand même hallucinant de se rendre compte que sans que personne n'ait dit quoi que ce soit, en l'espace de quelques mois, l'euro a perdu 20% de sa valeur par rapport au dollar. Peut-être pas quelques mois, parce que les 1,47$ que vous citez sont de 2011, je crois. Disons, ça valait 1,40$ oui, en début d'année quand même. C'est-à-dire 20%, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Ça n'est pas suffisant et c'est la seule voie de sortie. Oui. Car c'est l'équivalent d'un défaut. La solution alternative, c'est un défaut. Alors ça permettrait d'interpréter l'orientation de M. Draghi qui fait baisser l'euro, et vous pensez que ça pourrait être une espèce de préparation de ce... Je l'espère. Je ne suis pas certain. En tout cas, pour lui, ça a un deuxième effet qui est immédiat et qu'il a sûrement en tête. C'est que, comme nous en avons discuté à plusieurs reprises précédemment, la baisse de l'euro par rapport aux marchés internationaux qui sont en dollars, ça veut dire que ça accroît la compétitivité européenne à l'exportation. C'est clair. Donc déjà, ça contribue en partie à améliorer la situation économique en Europe et dans la zone euro. Il est arrivé au bout de ces possibilités. Je ne sais pas. Quasiment, on en est... alors, il faudrait qu'il adopte des intérêts négatifs sur... Il y a d'autres moyens de pratiquer une politique monétaire expansionniste que les taux d'intérêt. Il y a les rachats de titres qui redonnent du crédit et aux banques, aux entreprises, etc. Donc, il y a encore des possibilités d'accroître le caractère expansionniste de la politique monétaire. Il faut aller dans ce sens. Alors donc, je reprends mon scénario. Je crois que la précondition d'une sortie de l'euro, c'est une baisse de l'euro. Et une baisse très sensible. Et ceci ne peut se faire que si les Allemands sont d'accord. J'entends. Mais les Allemands se trouvent aussi face à des partenaires qui sont de plus en plus pris à la gorge dans leurs finances publiques et dans leur niveau d'activité et qui ont besoin de cette baisse. Donc, précondition, poursuivre dans ce sens et faire baisser encore significativement l'euro. À ce moment-là, la France peut décider de sortir seule parce que le poids de sa dette extérieure en euros aura été considérablement allégé. Et elle retrouvera à ce moment-là sa pleine compétitivité à l'égard de l'Allemagne et des autres pays de la zone euro grâce à la recréation du franc. Donc je dis, il n'y a rien de catastrophique dans ce scénario. Dans un premier temps, la baisse de l'euro allège le poids réel de la dette extérieure et il relance un petit peu, pas énormément, mais il relance un petit peu l'activité économique en Europe. Donc, nous nous trouvons avec des économies qui sont dans une conjoncture plus favorable. Et à ce moment-là, la France peut sortir à moindre coût de l'euro et retrouver sa pleine compétitivité. Parce qu'il y aura de toute façon un coût à la sortie de l'euro. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a deux choses. La sortie de l'euro, pour nous, ça évite la faillite. Bon, c'est déjà un point positif. Et en même temps, ça va doper nos exportations. Mais pour que l'industrie redémarre, eh bien, ça ne va pas redémarrer en un mois. Ça va prendre un certain temps, c'est-à-dire que il va y avoir une certaine accélération au départ, et il va falloir 1 an ou 2 pour que l'industrie recouvre réellement sa situation d'avant, peut-être. Je suis prêt à parier avec vous qu'avec une dévaluation massive de l'ordre de 25% par rapport à la zone dollar, c'est-à-dire les États-Unis, mais tous les autres pays qui sont liés par les taux de change plus ou moins fixes avec les États-Unis de par le monde. J'ai une dévaluation de 25%, croyez-moi, ça va se traduire rapidement sur l'activité économique française. Donc, je crois que ça peut aller très vite. Et alors, je vais ajouter un dernier facteur d'optimisme, car je suis optimiste si on sort de l'euro.
Nous avons accumulé les retards depuis 20 ans, avec un taux de change faussé, artificiellement élevé, avec une politique monétaire inadaptée, avec des déficits publics massifs. Nous avons plombé notre économie pendant 20 ans. Alors je dis, quand vous enlevez maintenant le couvercle, vous lâchez la soupape, il y a une possibilité de rattrapage fantastique. C'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, une chose que vous n'avez pas envisagée, aussi, vous avez ça un peu parmi les différentes solutions, mais dont vous n'en avez pas parlé jusqu'à maintenant, c'est la possibilité de faire appel au financement interne, c'est-à-dire c'est du style l'emprunt Pinet, parce qu'il se trouve que les Français ont des liquidités assez considérables, des placements en assurance vie, enfin bref. Et alors, si vous voulez, il y a eu un certain nombre d'emprunts qui ont été lancés. On parle de l'emprunt Pinet, de l'emprunt Giscard. D'ailleurs, ces emprunts ont été parfois des catastrophes pour le budget français, parce que lorsqu'il a fallu les rembourser, c'était une très bonne affaire pour ceux qui ont souscrit des titres. Mais le fait de faire appel à un emprunt national est encore une possibilité. Disons que c'est une question de politique budgétaire, là. Donc je dis, on regagne nos marges de manœuvre en politique monétaire et de change. Effet considérable, si la dévaluation est importante, sur l'activité économique française, effet de rattrapage de 20 années de déséquilibre de la conjoncture et d'évolution vers la stagnation, tout ça est très positif et considérable. Alors maintenant, les finances publiques, elles sont en mauvaise posture actuellement, mais elles sont largement en mauvaise posture à cause de la faiblesse de l'activité économique française, à cause du chômage, à cause de la faiblesse de notre production et donc des rentrées fiscales. Donc vous pensez que le fait de faire ce saut... Ça va améliorer la situation budgétaire. Là, mais je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé parce que nous devons redresser notre situation budgétaire qui actuellement est préoccupante. Donc le redémarrage de l'économie va aller dans le bon sens. Mais en plus, j'ajouterais, il ne faut pas chercher à faire de l'équilibre à tout prix quand on part d'une situation de récession et de production ralentie. Je crois qu'il vaut mieux accepter même encore un peu de déficit et un emprunt, comme vous le disiez, pour relancer considérablement la machine. Et c'est à travers la croissance que nous résoudrons le problème budgétaire français. Donc, en quelque sorte, une situation où on sort de l'euro, on dévalue de 20 ou 25%, et effectivement, vous avez quelques personnes qui paient les pots cassés, c'est-à-dire personnes qui possèdent des liquidités abondantes, et à part ça, ça n'a que des aspects positifs. Mais la véritable question est la suivante, c'est est-ce qu'un État peut arriver réellement à dévaluer sa monnaie de 25%. C'est un peu le problème que nous abordions au début, c'est-à-dire la monnaie, la valeur de la monnaie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Oui, exemple. L'Europe, la zone euro, entre 1999 et 2002, moins 30%. En même temps, autre exemple, la plupart des commentateurs économiques disent la Chine a une monnaie sous-évaluée. Alors ils le font. Mais donc, la situation, que se passerait-il? Par exemple, je vais un peu jouer à l'idiot, parce que c'est une question qu'on peut se poser, en disant on sort de l'euro, très bien, et on veut dévaluer notre monnaie de 25%. Et à ce moment-là, vous avez des banques américaines, etc., qui disent mais pas du tout, c'est de l'escroquerie. Le franc vaut beaucoup plus que ça, et ils empêchent cette dévaluation en se basant du fait que la quantité de dollars en circulation leur permet de spéculer quasiment à l'échelle d'un État. Vous aviez par exemple la spéculation à la baisse par M. Soros, par exemple. J'entends. Donc est-ce que par exemple, on serait véritablement libre de dévaluer notre monnaie autant qu'on le voudrait? Vous évoquez un problème qui est fondamentalement celui
des dévaluations dites compétitives, Voilà. c'est-à-dire exagérées. Ça serait une dévaluation compétitive. Non, justement. Dévaluation compétitive, ça veut dire une dévaluation agressive, exagérée, c'est-à-dire qui n'est pas justifiée par les fondamentaux. Or, je crois que la plupart des économistes de bonne foi et relativement compétents admettront qu'aujourd'hui, l'euro fort est trop fort par rapport aux fondamentaux français. Ça veut dire que, imaginons une situation théorique. Alors Permettez-moi juste une chose, ajouter un élément supplémentaire. Par rapport aux spéculateurs des banques américaines que vous évoquez, ça voudrait dire que si mon jugement est exact, c'est-à-dire que le taux de change actuel de l'euro par rapport au dollar est beaucoup trop fort par rapport aux fondamentaux français, ça veut dire que la France sortant de l'euro et dévaluant de 25%, ces banques et ces banquiers joueraient contre les fondamentaux. Et donc, ça serait dangereux pour eux. Pour eux, qui prennent le risque. Mais alors justement, je prends une situation théorique. Comme, vous savez, les économistes, parfois, ils font de la théorie et ils essaient de voir si cette théorie s'applique. Imaginons que par un tour de baguette magique, aujourd'hui, on sorte de l'euro et on dise maintenant, chez nous, 1 euro égale 1 franc. On fait l'euro-franc. Bon. Et on va dire au monde extérieur, aux banques centrales des autres pays, eh bien, décidez quelle valeur vous voulez affecter à cet euro-franc. C'est ce qui se passera sur les marchés. C'est ce qui se passera. Et donc, vous, votre jugement, c'est que les gens vont dire 1 euro-franc, ça sera 1 dollar. Oui. Bon, parce qu'ils reconnaîtront que l'euro est surévalué pour la France dans les conditions actuelles, et puis ils anticiperont que, quel que soit le gouvernement français, il voudra relancer son économie, et donc il pratiquera une politique monétaire expansionniste. Bon, alors il n'y a pas de chance qu'il décide qu'un euro-franc, ça sera 1,30 $. À ce moment-là, je ne le crois pas. À ce moment-là, on sera très mal. Si oui, mais je ne le crois pas un instant. Non, parce que si vous voulez, je prends un peu cette situation. C'est-à-dire qu'en gros, ce plongeon revient réellement à se mettre en disant notre monnaie doit avoir sa véritable valeur. Véritable, à l'équilibre. Et comme vous le direz tous les économistes libéraux, l'essentiel dans une économie, c'est la concurrence et la vérité des prix. Oui. La vérité des prix. Exactement. Or, ce que nous pratiquons depuis plus de 20 ans, c'est de fausser les prix du change. C'est pourquoi je saute de ma chaise quand j'entends les économistes de gauche qui disent « nous sommes dans un système ultralibéral ». Non, nous sommes dans un système manipulé par l'État, un système mercantiliste à l'envers. Mais alors justement, c'est une bonne question. Comment peut-on faire pour évaluer la vraie valeur de la France? Parce que vous estimez celle-ci en disant, imaginons qu'on découpe la France d'un coup de ciseau, et puis tout en France est libellé en euros, mais comme on est séparé du reste, eh bien maintenant ce sont des euros-francs. Bon. Comment, alors vous me dites, la valeur d'un euro-franc obtenu par ce truc, ça serait 1 dollar. Mais comment on arrive à ce genre de calcul? Parce que c'est une question qui m'intéresse, oui. Parce que je me dis, eh bien, effectivement, ça serait très bien si c'était ça, parce que ça donnerait... Je vais simplifier à l'extrême, mais en caricaturant vraiment. Les méthodes sont un peu plus complexes. L'idée, c'est que on cherche le taux de change pour lequel la valeur d'un même produit, mettez un hamburger, un McDo. D'ailleurs, ça a été fait par l'hebdomadaire des Economist, pour lequel la valeur du McDo est la même en France, aux États-Unis et à Berlin. Oui. On cherche les taux de change, connaissant les prix actuels à Paris, à Berlin et à Washington. On cherche quels sont les taux de change qui permettraient d'égaliser exactement ces prix, car actuellement, ils ne sont pas les mêmes. Donc, cette valeur du change est la valeur d'équilibre. J'entends bien, mais si vous voulez, suivant les produits que vous prenez, cette valeur d'équilibre ne sera pas la même. Et alors, la véritable question, on a un problème d'indice. Oui. C'est comme l'indice des prix. Et si vous voulez, ce n'est pas aussi simple que cela. C'est pourquoi je vous ai dit, je caricature. Mais il est clair qu'on fait ça sur des indices de prix. C'est-à-dire, on prend l'ensemble de la production et de la consommation du pays. Oui, alors ce point est, à mon avis... il y a beaucoup de travaux là-dessus. Oui. Et c'est véritablement capital. Alors, maintenant, un autre inconvénient, c'est l'inconvénient à l'envers.
on sort de l'euro, l'euro-franc, le nouveau franc, est dévalué pour un euro-franc pour $1, donc tout est bien qui finit bien pour l'industrie, mais les entreprises françaises deviennent bien meilleur marché deviennent plus opéables en quelque sorte. N'y a-t-il pas un danger de voir la France acheter, puisque en fait, si on prend l'exemple du CAC 40, le CAC 40 était autrefois essentiellement la propriété de la Caisse des dépôts si on remonte à des années antiques. Et aujourd'hui, il y a quelque chose comme 30 ou 40% du CAC 40 ou des entreprises du CAC 40 qui sont aux mains des fonds de pension américains. J'aurais deux réponses. Votre souci, c'est donc qu'un taux de change plus faible du franc fasse acheter les entreprises françaises par des investisseurs étrangers qui, eux, bénéficient du dollar. Exactement. Bon. Premièrement, pourquoi est-ce que le fait que ce soit des fonds de placement américains plutôt que des entreprises d'assurance françaises qui soient propriétaires de ces entreprises, en quoi est-ce préoccupant ? Je vais vous le dire. C'est que les fonds de pension ont en général une vision court-termiste, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir le maximum de rendement à court terme. J'en suis pas persuadé. Est-ce que ça veut dire que quand ces fonds de pension sont propriétaires d'entreprises américaines, ils les gèrent mal ? Dans ce cas-là, l'économie américaine est moins bien gérée que l'économie française, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question de retour sur investissement pose problème. Et je vais vous donner un exemple. Non, mais je connais les... Mais un exemple, c'est la pharmacie. Oui. La pharmacie, si vous voulez, actuellement, les entreprises pharmaceutiques, quasiment les grandes entreprises pharmaceutiques, depuis 2000, pratiquement, sont réduites à ne plus faire de recherche. C'est-à-dire qu'elles achètent leur recherche en achetant des startups plutôt que de la faire en interne. Pour une raison très simple, c'est que ça coûte trop cher et elles génèrent davantage de bénéfices en utilisant ce système de délocaliser en quelque sorte leur recherche. Alors je dirais que les exemples de ce type sont un peu des exemples à la tapis, si j'ose dire. Vous avez l'affaire du Bon Marché, par exemple, qui avait à une certaine époque une capitalisation en prenant l'ensemble de son patrimoine immobilier qui dépassait sa capitalisation boursière. Bon, alors vous avez des gens qui achètent cette entreprise qui est sous-évaluée par rapport à sa capitalisation boursière, ensuite qui vendent l'entreprise par quartier et qui ensuite laissent une coque exsangue. Alors la question n'est pas réellement une question de bonne gestion, c'est que lorsque vous avez un choc de culture et un choc de fonctionnement, ça peut avoir ce genre d'effet pervers. Je n'y crois pas dans une ère de mondialisation où les managers circulent d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre, où les tendances managériales tendent à s'homogénéiser. Je ne vois pas en quoi, encore une fois, le fait qu'un propriétaire des actions soit américain, japonais, italien, chinois ou autre, change vraiment les choses de manière importante. Je vois pas. Il ne faut pas confondre l'ouverture internationale de l'économie qui fait qu'il y a des participations dans tous les sens. Les Français sont bien connus pour avoir investi à l'étranger. Oui, alors en fait, l'argumentation qui serait contre celle que je développe, c'est qu'on serait vulnérable à l'achat, ferait qu'au contraire, si l'euro-franc, plutôt l'euro-franc serait faible, ça serait un pays où il serait bon d'investir. C'est un peu le problème. Oui, mais néanmoins, si vous voulez, je pense que le diable est dans les détails et il est évident que ce changement nécessiterait une... Alors ce qui est ennuyeux, c'est que dans la politique du secret qui est nécessaire à ce genre de décision, fait qu'au lieu d'aborder le problème ouvertement, comme ça devrait l'être, en disant est-ce qu'on a intérêt à rester dans l'euro ? Bon, vous avez des journalistes qui en discutent. On risque d'avoir une situation où un jour un gouvernement va vous dire c'est le week-end prochain.
Sans doute. Oui, mais alors cette situation est complètement, je dirais, c'est la négation même de la démocratie. Comme démocrate, elle ne me satisfait pas. Mais je veux dire, compte tenu de l'importance des enjeux et du côté positif qu'aurait une sortie de l'euro, je crois qu'il faut aussi reconnaître les contraintes. En la matière, il est très difficile de faire des effets d'annonce et de discuter longtemps sur la place publique avant de prendre une décision. Bon, on l'a fait au moment de la création de l'euro. Au moment C'est de la vrai. création de l'euro, il y a eu des discussions interminables. Alors vous avez raison. Moi, ça ne me gêne pas fondamentalement qu'on discute de la sortie de l'euro. J'ai participé au débat, je crois. Mais j'espère, je pense, que la généralisation maintenant de tous les suiveurs qui écrivent des choses sur comment sortir de l'euro, je pense qu'elle doit contribuer, même marginalement, à affaiblir l'euro. Ça va dans le bon sens. D'abord, ça améliore notre compétitivité. Et comme je vous le disais, je crois que ça permet à la France de sortir à moindre coût. Oui, je pense que la situation sera intéressante lorsque des grandes revues ou des grands journaux économiques comme Les Échos, etc., feront un supplément spécial en disant l'euro, si on en sort, quels sont les placements que nous vous recommandons Voilà. À condition qu'ils acceptent de sortir de leur position actuelle, qui est d'essayer de terroriser le public en disant ça va être le chaos, pour reconnaître objectivement qu'une sortie de l'euro serait une très bonne nouvelle pour l'économie française. Je pense qu'il faut effectivement totalement dédramatiser. C'est quelque chose qui non seulement est faisable, mais qui s'est fait et qui, normalement, est à la portée. Nous ne serions pas ruinés en sortant de l'euro. Au contraire, nous retomberions dans une perspective extrêmement intéressante. Et en fait, cette situation est importante parce que je ne sais pas comment faire pour arriver à convaincre, je dirais même les gens, parce que lorsque vous avez affaire à des personnes, vous leur parlez de l'Europe, on a l'impression que, si vous voulez, ça tourne à la folie. C'est-à-dire que si jamais vous osez critiquer quelque chose qui est à l'intérieur de la construction européenne. Par exemple, vous allez dire le Parlement européen ne fonctionne pas bien, il n'est pas assez démocratique. Par exemple, une chose qui est assez hallucinante, aujourd'hui, le Parlement européen décide de 90% des lois et règlements qui doivent être applicables sur le sol français, et on n'entend jamais parler des discussions qui ont lieu en interne parce que la presse française ne prend pas le relais. Bon, ce genre de choses. Vous dites ça, et puis vous êtes considéré comme un affreux, comment dirais-je, un affreux homme de Cro-Magnon. Mais vous faisiez tout à l'heure référence à l'URSS. Les dirigeants de l'URSS, jusqu'au dernier moment, ont prétendu que tout allait pour bien. Oui, c'est exactement si en URSS vous disiez le communiste, ça marche pas bien. Et j'ajouterai Gorbatchev, qui par ailleurs a pris des initiatives remarquables, jusqu'au dernier moment a cru qu'il allait sauver l'URSS. Donc, nos dirigeants vont continuer à vouloir sauver l'euro. J'ai bien compris. Si vous étiez en URSS quelques mois avant la chute de l'URSS en tant que... Eh bien, si vous disiez le communisme ne marche pas bien, vous risquez de vous perdre votre emploi et de tomber en prison. Aujourd'hui, c'est presque pareil avec l'euro. C'est-à-dire que, véritablement, vous avez des gens qui pratiquent cette chose comme une religion. Alors, ça sera un bénéfice supplémentaire auquel je n'avais pas pensé, c'est que la sortie de l'euro nous permettra de nous débarrasser de ces attitudes. Oui, je pense. Mais par contre, j'avoue que je pense qu'il faut discuter des choses calmement et en faisant le bilan. On ne juge l'arbre qu'à ses fruits. Enfin, comme j'insiste sur cette chose, et les fruits de l'euro sont extrêmement empoisonnés. On est aujourd'hui, sous le prétexte qu'on va utiliser le même billet pour payer une chambre d'hôtel en Allemagne, en Espagne et en France, eh bien, le prix à payer est extrêmement cher, extrêmement élevé, parce qu'on arrive à une situation où on a des chômeurs partout, une industrie qui tombe en capilotade, enfin... Permettez cependant à un économiste d'être assez fier de sa discipline pour dire que la théorie économique judicieusement employée permettait d'arriver à ces conclusions avant même que l'expérience ne soit faite, c'est-à-dire avant 1999.
Mais hélas, nos dirigeants ne la pratiquaient pas. Écoutez, Jean-Jacques Rosa, je voulais vous remercier. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur d'économie à l'École des sciences politiques et vous avez été un des premiers, ou peut-être le premier, véritablement dire publiquement que l'euro serait une catastrophe. Aujourd'hui, la catastrophe, on la voit tous les jours, et maintenant, il faut effectivement, comme vous l'avez dit, en sortir, et nous espérons que vous serez entendu. Maintenant, j'insiste sur le fait que, comme disait Bertrand Munier, aujourd'hui, tous les économistes sont d'accord avec vous, alors que lorsque vous avez commencé, vous étiez seul. Pas tout à fait. Et ça nécessite quand même les félicitations, parce que c'est vrai que vous avez donné l'exemple qu'un homme seul a parfois raison contre tout le monde. Et pour moi, c'est très agréable de voir aujourd'hui le précurseur de cette vérité. Merci, professeur. Merci à vous.